fameuse question, comment avez-vous commencé le cinéma? Est-ce que vous avez fait des études dedans? J'ai lu dans votre biographie comme quoi vous traîniez sur les plateaux de cinéma, vous jouiez à cache-cache, je crois, à 4 ans. C'est tout à fait vrai. Effectivement, je suis né d'une famille de cinéma, père et mère, probablement conçu à l'École nationale Louis Lumière. Et effectivement, à partir de 2 ans, 3 ans, quand j'avais l'âge de me tenir sur les passerelles avec mon rouleau de Chatterton, parce qu'il n'y avait pas de gaffeur à l'époque, j'étais déjà sur les plateaux de cinéma. Donc j'ai pas connu autre chose, donc j'ai très rapidement bifurqué vers ça, dès le moment où on s'aperçoit que l'école, ça prend beaucoup de temps et ça amène pas à grand chose. Donc je suis un très mauvais exemple pour tous les jeunes qui veulent étudier ou faire des écoles de cinéma. Moi, c'est passé par le cordon ombilical, ce qui m'a pas empêché de ramer pendant des années. Quand j'ai eu, par exemple, des perchman qui avaient fait Louis Lumière, ils en savaient bien plus que moi techniquement. Après, sur le tournage, sur un plateau, il suffit pas de dire oui, il y a un câble hors phase, c'est juste ça marche pas, t'arraches le câble, tu changes, tu vas vite parce que la comédienne, elle va pas attendre. Et on fera des débats mécaniques, acoustiques et mathématiques plus tard. Donc voilà, moi j'ai vraiment appris sur le tas, appris avec mes parents et appris sur le tas. Et j'ai d'abord commencé par l'image, où j'ai d'abord commencé à porter des caisses pour mon père, qui lui faisait des effets spéciaux au cinéma, des effets spéciaux optiques. Ça a été le monsieur qui a récupéré à la fin des années 70, début des années 80, les machines qui avaient servi à faire la guerre des étoiles, les 3 guerres des étoiles, les vrais, les seuls, et ça s'appelle un motion control, et j'ai travaillé avec lui. Alors au début je portais des caisses, après je faisais les mouvements, et j'étais opérateur motion control, mais j'ai vraiment commencé par l'image, et j'ai été un petit peu aussi assistant caméra. C'est très difficile quand c'est votre père qui est directeur de la photo, mais voilà. Et après j'ai vraiment bifurqué, je dirais, plus par souhait de ne plus travailler avec mes parents, que tout de suite pour l'amour du son. Donc je me suis mis à bosser beaucoup, parce que j'étais vraiment seul là-dedans, mes parents ne pouvaient pas m'aider, les portes s'ouvraient pas vraiment, puisque j'étais le fistuli, ma mère était à Louis Lumière comme professeur, en sensitométrie, donc photo et cinéma, donc tous les chefs-op qui ont un peu des cheveux blancs, ce sont des anciens élèves, voilà, et donc j'étais un peu tout seul dans le son, donc j'ai bossé. J'ai commencé par des films institutionnels, où je me barrais avec d'ailleurs des élèves de ma mère, qui avaient une caméra en 16 avec 2 magasins, et moi j'avais un Agra à moitié tout tordu avec 2 bandes, il fallait que je me débrouille et que je ramène quelque chose, quoi. Jusqu'au moment où Mathieu Kassovitz m'a posé des questions sur son premier film, Métis, en post-production. Parce qu'en tournage, il était contraint à l'époque de tourner avec des gens de la SFP. C'est un film qui était produit par la SFP, Société Française de Production. Donc il avait très peu de gens dans son équipe qui le connaissaient. Et je lui ai fabriqué quelques sons avec probablement à l'époque déjà mon premier Macintosh, puisque dès avril 1984, j'avais récupéré un Mac 128, ce qui voulait dire 128 mégas de RAM, là où un PC avait 512K de RAM, extensible à 640. Donc je faisais déjà du son un peu sur les ordinateurs à l'époque. Et donc après, Mathieu Kassovitz m'a posé la question au moment où il préparait Droit de cité, qui est le premier nom et le nom politique, je dirais, le nom officiel de la haine. Et on s'est retrouvés à plusieurs à prendre la carte professionnelle de nos parents ou de nos oncles et tantes pour pouvoir démarrer le film. Et voilà, moi j'ai eu par politesse, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avant qui ressemble à un film. Et j'ai fait l'ouverture avec un grand monsieur qui est le fondateur de Capa. On a ouvert Capa Drama et j'ai fait les 2 premiers téléfilms de Capa Drama. Et là, je démarrais from scratch, 0,000. Donc La haine, c'était l'équivalent de mon deuxième film, enfin si on compte le premier qui était un téléfilm, quoi. Pour l'histoire, il fut une époque où sur les plateaux, on pouvait voir Peter Kassovitz, Jean-Pierre Cassel, Jacques Monge, Yves Tully, tout ça c'est les pères. C'est les pères, il y en avait un c'est un steadicammer, l'autre c'est un réalisateur, l'autre c'est un comédien, et tous les enfants, on a tous entre 49,999 et 55 ans, et on était tous dans les poussettes côte à côte à se balancer des rouleaux de Chatterton à la tronche, en attendant de grandir et qu'il y en ait un peut-être qui se décide à faire du cinéma. Et ça a été Mathieu qui a poussé le truc en disant « Ouais, toi tu joues un peu, toi tu fais ça, et toi qu'est-ce que tu veux faire, du son, et moi, et machin ». Donc c'est vraiment, on est parti, c'était un peu bric-à-brac, mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. C'est un truc qu'on ne reproduit jamais 2 fois dans sa vie.
Et je trouve qu'en plus, le film tient largement la route, et encore de nos jours. Malheureusement, n'est pas démodé. C'était vachement bien organisé, malgré tout, parce que c'était quand même un monsieur qui faisait déjà du cinéma, et qui s'appelle toujours Christophe Rossillon, qui était un petit peu quand même le chef d'orchestre au milieu de cette bande de jeunes, effectivement. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, le montage, puisque j'ai fait partie du montage, et j'ai fait le montage son, sur un disque dur de 9 gigas, alors que Mathieu Kassovitz devait en avoir 2. On était sur Avid et Audiovision, et Christophe Rossillon venait régulièrement en disant « Les gars, il faut sortir le film, il faut le finir, parce qu'il faut qu'il aille au cinéma ». Voilà dans quel état on a fait ce film, et qui est un bijou, je trouve, qui est quelque chose de fantastique. Et comment ces tournages, ces premiers tournages ont changé votre vision du cinéma autrefois? Quelle vision vous en aviez? Alors, j'avais une vision, c'est complètement fou, parce que plusieurs années après, l'histoire se répète, mais moi j'avais une vision par rapport à mon père qui avait fait juste des films comme Le Corneau, Le Jour le plus long, Week-end à Zuidcote. J'avais une vision de surbricolage, avec pas d'argent, pas de temps, des équipes microscopiques de 55 personnes. Mais quand je dis ça, on rigole. Parce que maintenant, il y a à nouveau une, voire 2 générations où on pense que c'est du bricolage à côté de la haine. Donc en fait, c'est simplement que ces métiers changent et évoluent régulièrement, et qu'il faut d'ailleurs savoir très rapidement laisser la place aux jeunes, parce que c'est pas du tout la même chose. Je pense que je pourrais être de bons conseils sur un film pour la prise de son, mais on fait plus du tout pareil non plus. Enfin, on prend toujours le son pareil, mais on fait plus un film pareil. Donc faut pas s'attendre à partir de 18 semaines, à dormir dans des 3 étoiles et à bouffer comme des chancres. On est sur une autre économie. Et moi, quand je discutais, et quand mon père me voyait partir sur la haine, il se disait « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous faites un court-métrage, les gars. C'est pas ça. Nous, on est 300. Enfin, je veux dire... Voilà, quand il a fait Week-end à Zuidcote, c'est même pas 300, quoi. Ils étaient 850 à la cantine de midi. Alors j'ai eu la chance d'en faire un plus tard, comme ça, où on était 900 à la cantine de midi. C'était le film Jeanne d'Arc de Luc Besson. Mais comme me disait le directeur de production à l'époque, on n'en fait qu'un dans sa vie. Il faut pas non plus... voilà. Mais l'histoire se répète et ne se ressemble pas. Donc on est toujours le bricoleur de la génération d'avant. Donc ma vision était toute nouvelle. Pour répondre à la question, ma vision du cinéma était toute nouvelle, parce que mon père me racontait des trucs que j'ai quasiment pas vécu, à part qu'on se fendait la pêche et qu'on rentre pas chez nous et tout ça. Mais voilà, c'était pas du tout la même manière de faire, quoi. On avait des fois 1 ou 2 métiers, enfin voilà. Les métiers changent au fur et à mesure des années. Et avec votre expérience aujourd'hui, cette vision a-t-elle évolué par rapport à ce que vous pensiez avant ou Oui, justement, il ne faudrait pas chercher à refaire. Enfin, si j'étais sur le marché du travail, il ne faudrait pas, comme ingénieur du son, si j'étais sur le marché du travail, il ne faudrait pas chercher à refaire La Haine ou refaire Jeanne d'Arc. C'est d'autres choses, d'autres films, d'autres manières de faire. Voilà, c'est pas que c'est une époque révolue, mais c'est... vous savez, c'est un peu comme les chauffeurs de taxi qui vous disent « Oh là là, les embouteillages !» Mais en 1955, sur le périphérique parisien, il paraît qu'il y avait beaucoup plus d'embouteillages que ça. C'est juste qu'à chaque fois, on est toujours... Voilà. Donc très mal dit, on est toujours le vieux con de la jeune génération, mais on est toujours aussi le petit couillon de la génération d'avant, où on arrive à se bricoler des trucs avec voilà, 2 bouts de scotch et un rouleau de gaffeur. Alors, je me permets une petite digression. Est-ce que vous avez vu le film Les Dissociés Je l'ai regardé parce que j'ai été invité à un festival avec... que j'aime beaucoup, qui a les cheveux comme ça en l'air. Raphaël Descraques. Voilà, Raphaël Descraques. On s'est retrouvé dans un festival à Cannes ou à Nice. Et j'ai regardé le film, oui. J'ai regardé le film. C'est des films qui sont vachement bien foutus. C'est des films qui sont vachement bien foutus. Mais voilà, si j'avais à le mettre à côté des Rivières pourpres, il y en a un qui est en cinémascope. Pour les objectifs, il y a 10 caisses caméra. La dolly, elle fait 400 kilos. Donc le chariot avec les pneus pour monter la caméra. Et tout est démesuré parce que c'est du cinémascope. D'ailleurs, on réfléchissait déjà à l'époque, est-ce que tu es sûr de tourner en scope parce que c'est 3 fois plus lourd. Et on fait 4 plans dans la journée, et c'est un miracle. Dans les années 60, mon père faisait 1 plan par jour, voire 2 plans par jour. Et maintenant, on va beaucoup plus vite. Mais parce que tout est plus rapide. De toute façon, on a des téléphones portables, on répond à 15 mails à la fois. Enfin, on fait en 20 minutes le travail qu'une personne faisait dans des bureaux dans les années 60. Tout a changé, et aussi sur les tournages. Donc c'est une autre manière. Je pense que les réalisateurs ont plus de matière, une autre matière. Les caméras sont vachement plus légères, la preuve. Un appareil photo fait largement la farce. Pourquoi s'emmerder avec des trucs qui font 300 tonnes, quoi? Attendons d'être une superstar pour reprendre des caméras en 65 mm et en pellicule. Vous avez été nominé donc 4 fois au César. Nominé 4 fois, oui. C'est-à-dire qu'il y a eu une nomination pour La Haine, ce qui était quand même un comble. Premier film, on arrive la gueule enfarinée, on est nominé. On ne l'a pas.
parce qu'à cette époque-là, c'était toute une autre partie du cinéma qui connaissait et les gens qui votaient et qui se connaissaient entre eux. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein, c'est quand même, on peut faire des campagnes d'élection. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner les Césars, mais il faut aussi faire partie du métier. Moi, je venais d'une autre branche du métier. J'étais vraiment le fistuli, effets spéciaux, caméra, photo. Rien à foutre dans le son pour les gens du métier. Et c'est Nelly et Monsieur Arnaud qui ont remporté le César. Et après, donc ça c'était 95 je crois, et après en 99 pour Taxi 1, j'ai été nominé avec Vincent Arnardi, le mixeur, puisqu'à l'époque moi j'avais fait la prise de son et le montage son sound design, ce qui était déjà farfelu, parce que les gens ne faisaient pas 15 trucs. Vincent Arnardi avait mixé, et là on a été nominé et on l'a eu. Ce sur quoi je suis monté sur scène et je me suis à moitié excusé face à tout le métier en disant excusez-moi, c'est promis, ça n'arrivera jamais. Manque de bol, l'année d'après, je suis remonté sur scène avec François Groux, paix à son âme, qui n'est plus de ce monde, qui avait mixé avec Bruno Tarrière, Jeanne d'Arc, dont j'avais fait la prise de son et j'avais dirigé tout le montage, puisque là on était un paquet de monteurs, bruiteurs, ça se fait pas tout seul une bande son, voilà. Donc là, je suis remonté la deuxième année consécutive, je remonte, en plus c'est pas le même mixeur, donc ça fait un peu désordre. On se dit merde, finalement il y a le même mec en commun. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai remercié le Perchman, que j'avais oublié de remercier l'année d'avant. Bon, après c'était un petit peu plus difficile, les images existent encore sur internet, c'était d'ailleurs Jamel Debbouze qui avait annoncé notre victoire. Et il y avait Adriana Carambeu, c'est un passage très très connu des Césars. Après c'était un petit peu moins drôle parce qu'en fait dans la même année, cette année-là, on a perdu 5 de nos camarades, dont nous on a eu un mort sur Jeanne d'Arc. Il y a un directeur de la photo aussi très connu qui est décédé en un accident d'avion. Il y a eu plein d'accidents. Et voilà, quoi, je me suis retrouvé face à tout ce monde-là, les caméras avec les points rouges. Tout de suite on se dit merde, il y a des gens qui regardent et j'ai dédié un peu mon César à tout ce petit monde qui n'était plus là, parce qu'on a un métier qui est quand même assez dangereux. Après le bâtiment, je crois que c'est le cinéma le plus dangereux. Et il y avait eu une hécatombe cette année-là. Donc j'avais dédié une grande partie du César à tous ces gens qui nous avaient quittés. Et le lendemain, ça m'a valu d'être vraiment une star dans l'avion quand je suis retourné travailler sur les rivières pourpres, sur lesquelles je travaillais à ce moment-là, avec des vieilles dames qui me disaient « Oh là là, c'était très émouvant ce que vous avez dit hier soir à la télé ». Mais c'était vrai, voilà, c'est qu'on n'avait pas pensé à parler d'eux et que voilà. Donc ça, c'était la deuxième fois. Et puis après, en Normandie, dans les studios que nous avions construits avec Luc Besson, qui étaient des trucs extraordinaires et qui existent toujours. Un jour, je reçois un carton mystérieux que je déballe. Je vois une nana dorée, les bras en l'air, une statue, une bobine de film, un socle en bois, une plaque, 4 vis, un tournevis, démerde-toi. Et une fois qu'on a eu assemblé le truc, il y avait un bouquin en dessous, et on voyait Ben Burt, qui est quand même le monsieur qui a fait le son de Star Wars, et qui a surtout créé les sons de Star Wars quand il était jeune, et qui nous avait remis à distance, parce qu'on est français, on ne va pas nous appeler pour venir, mais qui nous avait remis à distance à toute l'équipe, donc le meilleur montage son du monde. Voilà, donc il faut rester humble et il ne faut pas péter les plombs, mais c'était chouette parce qu'il y avait une équipe, c'est pharaonique, il y a plus d'une quinzaine de personnes hein, pour faire le son sur Jeanne d'Arc. D'où vient pour vous cette importance de transmettre tout ça? Si on ne fait pas ça, on va faire un métier de vieux. C'est-à-dire que tant que les vieux pourront marcher, on ne prendra qu'eux dans les métiers et puis on ira jusqu'à la corde et on ne passera pas le savoir à la nouvelle génération. En plus, les choses changent, comme je le disais, mais malgré tout, il y a des troncs communs. Il y a un moment, le feu, on ne va pas tout faire en numérique. Il y a un moment, le bruitage, il y a un jour, si c'est reparti, ça reviendra. Donc je voulais absolument montrer ces métiers. Et en fait, vous disiez conseils, c'est pas des conseils, c'est que je me permettais de corriger quelques petites choses pour ce qui est de mes petits cours théoriques. Voilà, je ne me substitue pas aux écoles, mais j'avais envie de plus trop entendre de bêtises sur les plateaux. Voilà, et qu'on sorte d'une école ou qu'on en rentre ou qu'on n'en fasse pas. Ne pas savoir que 3002, 5006, c'est bleu, c'est rouge, c'est des trucs tout bêtes, quoi. Et ça permet au commun des mortels de comprendre c'est quoi une focale, c'est quoi un micro, comment ça marche. Mais en aucun cas, c'est des tests de matériel. On m'a proposé des tonnes de trucs, c'était pas le sujet. L'idée, si tout va bien et si Monsieur YouTube continue dans la même voie, bien après ma mort, j'espère qu'il y aura toujours ces vidéos, parce que ça changera jamais. Ça changera jamais. Et j'ai rajouté rapidement cette rubrique avec des gens du métier
parce que j'ai encore accès à des gens incroyables qui sont des amis, qui pour certains m'ont vu naître, d'autres qui ont ma génération et on a grandi ensemble, souvent des fils d'eux, et pour expliquer leur métier. Comme je les connais, je peux venir avec eux, je les dérange pas. En plus, j'ai quelques méthodes de tournage pour Ciné-Astuces où je suis vraiment ultra discret. Et Dieu sait si les gens oublient très rapidement la caméra, surtout quand elle est grosse comme ça et que ça commence par Go et ça finit par Pro. Et donc j'ai réussi à faire des mini-documentaires, quoi, sans plus de prétention, mais c'est histoire de montrer des choses que personne ne pourra jamais voir. Parce que Georges de Métro, par exemple, le responsable des effets spéciaux qui fait péter une Porsche, vous traînez pas entre ses pattes. Un jour, il m'a dit, alors là, ça vaut le coup, j'ai un tournage, tu me rejoins à Nice. Alors, je suis arrivé à Nice en train, je ne l'ai pas trouvé. Il fallait faire encore 4 heures dans la montagne en voiture. Je les ai retrouvés dans la montagne sur un film qui s'appelle Overdrive, produit par un ami, et qui s'appelle, et là je veux bien que tu regardes, Overdrive. Pierre Morel, à l'époque de Luc Besson, on travaillait beaucoup ensemble, et j'ai retrouvé Georges sur ce film, avec toute son équipe, et j'ai réussi à le suivre, j'étais à côté de lui, et voilà, et je pose les questions comme n'importe qui poserait la question, c'est quoi ça? Et dis-moi Georges, et voilà. Alors, il me connaît, je le connais, je peux être à côté de lui. Quand on voit les gars qui prennent leur dernière cigarette, c'est pas pour rire. C'est-à-dire que là, ils vont tous aller sur les détonateurs, les enclencher, et derrière, il y a des tonnes d'explosifs, enfin en tout cas des kilos, donc ils prennent une dernière clope, quoi. Donc c'est des métiers de farfelus. Georges, je l'ai vu cramer plus d'une fois, et une fois sur Jeanne d'Arc, il a pris feu intégralement sur un chariot. Ils sont toujours là. Voilà, c'est bien de passer le message, de montrer que ça existe, et que oui, il y a sûrement 5 jeunes en France en ce moment, entre 15 et 25 ans, qui finiront peut-être dans ces équipes plus tard. Mais voilà, faut pas spécialement bac+5. Mais en tout cas, il faut être assez débrouillard et connaître la résistance des matériaux, comme il dit, enfin plein de choses, quoi. Plein de choses. Ça, c'était pour Overdrive, et pour parler dans Ciné-Astuces de ces petits documentaires qui complétaient en fait les tout petits cours sans prétention, mais qui permettent de rafraîchir la mémoire et de ne pas dire des bourdes énormes. Voilà, 50 mm, c'est pas la longueur de l'objectif, quoi. C'est le nom qu'on donne à la focale et pourquoi et comment. Des toutes petites choses comme ça, des rappels. Voilà. Pour l'histoire, ma mère était donc professeure de l'École nationale Louis Lumière, et j'ai très humblement fait perdurer son travail sur des petites choses comme ça, quoi. Et l'idée, c'était pour tout le monde et gratuit, parce que sinon ça sert à rien. Petite question comme ça, faire péter une Porsche, c'était un rêve d'enfant. Faire péter une Porsche, c'est un rêve d'enfant pour plein de gens. Enfin, moi, j'en menais pas large, hein, parce que Georges, il reste à 25 mètres de l'explosion. Moi, je suis allé un peu plus loin, 3 virages plus loin. Mais enfin, vous sentez bien le... Voilà. Si vous regardez la vidéo, sur le dos de la plupart de ces gars, vous voyez la pancarte rouge 1,4. 1,4, c'est la vitesse de propagation du blast, c'est-à-dire au moment de l'explosion. Tout est ratiboisé sur 1,4 km. Donc ça va très vite, quoi. Donc là, on me voit lui demander ce que c'est que le tuyau orange. C'est de la peintrite de mémoire. C'est pour faire péter des montagnes. Et lui, il en fout un demi-rouleau dans la Porsche. Donc effectivement, il reste strictement plus rien de la voiture. Il reste le canon qui est en acier, les roues qui n'ont pas eu le temps de péter et qui sont bien protégées. Et tout le reste, c'est en bouillie. Donc oui, ce sont des rêves. Mais quand on est dessus, on ne réalise pas. C'est comme tout, hein. On réalise beaucoup plus tard la chance qu'on a eue de participer à ça. Une bonne et une mauvaise anecdote sur 2 films. Les anecdotes, j'ai pas de mauvaises anecdotes. Enfin, j'étais pas sur l'accident de taxi, j'étais pas loin, et sur le tournage en tout cas, sur l'accident de Jeanne d'Arc. Bon, ça c'est des accidents, sinon ça s'appellerait pas comme ça. Ça laisse des traces indélébiles, voilà, mais c'est pas du domaine de l'anecdote. Si, j'ai une anecdote qui a vraiment, ça a très mal commencé pour moi, et ça a bien fini par une grande leçon de cinéma. C'était sur Jeanne d'Arc, donc c'était en 98, Jeanne d'Arc de Luc Besson. On était en République tchèque, et il y a un moment, la séquence qu'on appelle le mur de Paris. C'est-à-dire on est un peu vers la fin du film, Jeanne d'Arc est en armure, elle a tous ses chevaliers avec elle, ils sont face à un mur énorme, il pleut, et là elle est un peu en déroute, une flèche dans le truc qu'elle enlève, les costauds, les mecs vont dans la flotte. Bon, c'est une grosse scène, scène qui, de mémoire, au niveau du plan de travail, était prévue sur plusieurs jours. Donc j'arrive sur le décor avec tout le staff son, on était quand même 3, 4,
ce qui était déjà extraordinaire à l'époque. Et on arrive avec mon camion son, parce que j'avais un Chrysler Voyageur, et avec tout le matos dedans. Et j'arrive avec mon camion son sur le décor, et au fur et à mesure que j'arrive sur le décor, quand on dit le décor, c'est 3 hectares. Hein. Donc c'est un mur qui fait 100 mètres de long, il y a 80 ou 150 figurants, plus tous les comédiens. Et au fur et à mesure qu'on arrive sur le décor, on voit, comme il va y avoir de la pluie, on voit des camions de pompiers, tchèques. Et sauf que ce que je remarque, c'est que chaque camion de pompier, avec la grande échelle, avec la lance jusqu'en haut, avec une plaque en acier comme ça pour faire comme un sprinkler, quoi, pour faire un jet de pluie, chaque camion de pompier est entouré par 2 ou 3 cloisons faites sur pied, comme une demi-cabane, avec de la laine de roche pour le son. C'est-à-dire que j'arrive pour faire le son de la séquence, et qu'est-ce que je vois? Je vois que tous les camions, et Besson a demandé de couper, puisqu'il va y avoir les pompes des moteurs, de couper déjà acoustiquement. Mais je ne sais pas si vous voyez la taille d'un camion de pompier, il faut quand même la faire, la cloison, qui fait U comme ça et qui cache. Donc ça met légèrement la pression quand on arrive sur le plateau, parce qu'on se dit, si je rate le direct, je suis vraiment une buse. Et on arrive, et là, c'est un festival. C'est-à-dire que j'ai très peu mis de HF dans ma carrière, mais sur Jeanne d'Arc, il y en avait, au cas où. Et ils avaient été d'ailleurs installés, conçus et préparés dès le départ dans les costumes. Et je me rappelle toujours tirer le tiroir avec le Nagra 4D numérique, écouter les comédiens les uns après les autres. Alors, il n'y avait que 4 pistes en record, hein. Il y en avait 8 qui rentraient dans la console, mais on mixait à l'époque, hein. On ne se pointait pas avec 18 pistes à la post-prod. Et donc j'entends glou-glou, glou-glou, glou-glou. C'est-à-dire 9 comédiens, 9 HF, tout le monde dans l'eau jusqu'au ras du cou. Mais j'entends, mais je ne vois pas, parce que je suis derrière, que voilà. En général, autour de Besson, on évite de mettre un truc de l'époque, quoi. C'est tout Moyen-Âge. Il veut voir personne. Donc j'entends ça, panique à bord, on dit ok, on va sortir 2 grandes perches. Quand je dis grandes, c'est 9-15 mètres, c'est des monstres. Hein. Et puis voilà qu'à ce même moment-là, mon Nagra 4D commence à faire les yeux bleus. Donc il part en vrille, il s'éteint, il s'allume, machin. Problème d'électricité statique. Je dis ok, très bien. Donc là, on prend une décision que j'appelle décision de prod. À l'arrache, je vais chercher dans la sacoche en cuir le Nagra 4 STC, qui est donc un magnéto qui... la structure de base, c'est les années 50-60. Hein, un espion russe, enfin, quelqu'un qui travaillait pour l'espionnage russe, M. Kudetsky, qui avait fait ses magnétophones. Là, on était sur une version plus récente avec un timecode. Je prends la bestiole, je fous une bobine où il y en avait une dessus, 18 cm, 9 minutes. Et à moins de tourner à demi-vitesse, on a 20 minutes. Et je fonce à la face, ce qu'on appelle la face, c'est à moins de 10 mètres de la caméra. Je plonge dans un buisson. On tire un câble avec une seule perche. Comme il y avait de la pluie, la perche de 9 mètres, une fois que le chat crevé au bout se remplit d'eau, il faut être 3 pour la maintenir avant qu'elle tombe dans le cadre. Donc ils se mettent tous à la perche, j'ai le bout de câble, je branche, clac, je me mets sur test. C'est une position où on entend, on voit les aiguilles qui bougent. Ok, action. Monsieur Besson n'a jamais dit moteur, hein. C'est un action. Ok, donc il faut être sur le coup. Et puis ça part. Et plan séquence. 8 minutes, 9 minutes, non-stop. Il a eu envie de prendre son plan de travail de 4 jours et il a dit je fais 2 plans, on passe à autre chose. Demain, on est sur un autre décor. Bon, ok, moi je comprends ça. Je vois les pages de texte qui défilent. Bois. On arrive à sortir une trace de quelque chose. Ok, cut, next shot. Plan suivant, oui, cut, quoi? Oh putain, j'étais resté sur test. La bande n'a pas tourné. Donc là, j'ai pris le Nagra que je m'étais acheté avec mes sous quand j'étais petit. Je crois qu'il a fait un bond de 15 mètres, mais c'est increvable. J'ai récupéré personne, je suis monté de ma bagnole, je suis parti à l'hôtel, j'ai dû péter la porte. Enfin, c'est même pas, on en est au stade où je vais pas me faire engueuler par Luc Besson. C'est juste, je hais la terre entière de m'être gouré comme un con et je peux ne m'en vouloir qu'à moi. Donc je suis dans un état déplorable, les mecs reviennent à l'hôtel, je veux voir personne, machin. Et puis j'ai un assistant réalisateur qui me dit Luc voudrait te voir. Alors lui, il n'habitait pas au même endroit, il était au-dessus du décor, dans une forêt où il y avait des ours, machin, enfin bon, avec une grande caravane. Et il y avait 2-3 comédiens avec lui, dans d'autres caravanes. Et oui, Luc t'attend, il voudrait te voir avant de manger ce soir. Ouais, putain, machin, je suis super mauvaise humeur, quoi. Mais bon, Jacques a dit lever les bras, je prends un quad, je rejoins le décor, je monte sur la colline qui surplombe le décor de Jeanne d'Arc. C'est 2 km le décor quand même, c'est bord de Loire reconstitué en République tchèque avec un vrai château fait par M. Bouygues et M. Tissandier. J'arrive à la caravane, mais je suis remonté comme une pendule, quoi. Et ça me revient à nouveau parce que je me dis, je vais le voir.
Et la porte s'ouvre, il était là. Bah, ouais, mais... Et là, j'explose. Putain, de merde, de décor de merde, de nagra de merde, de scénario de merde, tout y passe. Tout y passe. J'évite les gros mots. Et là, il est comme ça. Et il fait, viens voir. Moi, j'ai l'œilleton qui s'est bloqué dans la caméra, donc j'ai rien vu. Alors, tu me casses pas les couilles, tu viens, on mange une soupe. Et je suis rentré dans la caravane, et là, ok, bon, voilà. Donc ça, c'est une anecdote, c'est une catastrophe qui se transforme en, voilà. Je passe les détails, 8 mois après, il faut faire la post-synchro, mais il y a divorce entre la comédienne et le réalisateur, donc c'est pas simple non plus. Mais soit, tout ça c'est des anecdotes internes, mais dans tous les cas, voilà, c'est un truc qui démarre très mal, et on prend une grosse claque, parce que le chef d'orchestre, avec 300 personnes autour, peut-être 500 avec les figurants, qui a décidé de se plier le décor en une journée, alors qu'il y avait 3 jours à la feuille de service, il n'a pas vu. Mais il n'a pas fait chier le monde. Donc ça, c'était des grandes leçons et c'était drôle. Donc ça, c'est vraiment une anecdote qui commence mal et qui finit très très bien. Non, des anecdotes dans le cinéma, ce n'est fait que d'anecdotes. Ce qui est très drôle, c'est au bout de plusieurs années de métier, 10, 15, 20 ans, on sait à peu près au moment où on se fabrique un souvenir. Mais c'est pas évident. C'est toujours après. Hein. C'est toujours après. Pareil, vous prenez un voilier avec des potes, à part que vous allez vous engueuler avec tout le monde, il va vous arriver 12 000 trucs. C'est à la fin, de retour sur Terre, 3 mois après. Oh purée, on est passé par là, et machin qui est tombé dans l'eau, et bidule, et les requins, c'est après qu'on réagit. Et sur un film, c'est à peu près pareil. Mais oui, j'ai plein d'autres anecdotes, voilà, des trucs plus particuliers, plus privés. Je n'ai pas tout de suite en tête. Enfin, bon. Voilà, il y a plein d'anecdotes qui seraient à raconter. Donc il y a une question surprise. Pas au chocolat ou chocolatine? Ah non, pas au chocolat. Comme je dis gaz, et je dis les autres, et pas les autres. Alors, vous qui avez suivi et qui allez suivre la suite de Ciné-Astuces, parce que je vous promets que je vais revenir un jour dès que je peux me faire aider, parce que j'ai un travail qui prend beaucoup de temps et c'est normal, il faut travailler dans la vie. Je vous demande expressément de vous abonner à la chaîne Angelimax Studio, cette chaîne sur laquelle passe cette vidéo actuellement. Voilà. Abonnez-vous.